Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est être aligné avec ses valeurs et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je vais mettre tout mon cœur pour partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Désencombre ta vie avec Tata Nadia pour aujourd'hui un sujet sur l'éducation bienveillante. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que l'éducation bienveillante, ça s'appelle aussi la parentalité positive. On en parle beaucoup en ce moment parce que il y a vraiment des gens qui sont hyper emballés par l'éducation bienveillante, dont je fais partie. Et il y a beaucoup de détracteurs qui n'y connaissent rien du tout et qui n'y comprennent rien et qui sont très détracteurs. Donc, qui sont vraiment contre, qui mettent des commentaires négatifs. Donc, moi, je suis plusieurs personnes qui pratiquent l'éducation positive et surtout la parentalité positive. Je suis des gens qui sont inspirants, qui proposent des contenus, donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et souvent, il y a des gens qui comprennent pas le sujet et qui mettent des commentaires qui sont vraiment pas dans le contexte. Donc, j'avais envie de donner ma version et puis d'expliquer un petit peu à ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que l'éducation bienveillante. Donc, comme tu le sais, moi, j'aime bien un peu les définitions, définir les choses. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, parentalité positive ou éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que il y a toujours eu des styles d'éducation différents selon les communautés, selon les cultures, les endroits du monde. Et en fait, il y a un basculement qui se fait depuis à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur le fait de remettre l'enfant dans une posture d'humain à part entière, c'est-à-dire respecter l'enfant dans sa singularité. Et je dirais même, moi, ce que je donne dans mes propres explications, c'est considérer l'enfant comme un être à part entière et pas différent de l'adulte, en tout cas pas un être inférieur. D'accord ? Pas un être inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans beaucoup de situations, on va essayer de se mettre à sa place. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Donc, pourquoi je pratique ça ? Très clairement, c'est au début quand j'ai eu ma fille, mon premier enfant, où j'ai une fille et un garçon. J'étais complètement perdue. C'est-à-dire que moi, j'avais mes idées très claires sur un enfant, ça se dresse comme un chien. On dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et il doit respecter, et patati et patata. Et tout de suite, je me suis rendu compte que déjà, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, ça ne me mettait pas en joie du tout, parce que je ne voyais pas toujours le sens des choses. Par exemple, je me revois une fois en train de hurler sur ma fille et de lui dire « Arrête de crier !» Bon, je trouvais que c'était insensé. Et j'ai déjà dit cette anecdote, une fois j'ai vu une maman dans un supermarché qui frappait sa fille et qui lui dit « Mais tu vas arrêter de frapper ton frère !» et qui fout une baigne à sa fille. Donc, il y a eu plusieurs petites choses comme ça dans ma vie où je me suis dit « Mais en fait, ce que je croyais devoir appliquer quand je suis une maman, ça ne fonctionne pas, ça ne me plaît pas. » Donc, j'ai trouvé d'autres méthodes, d'autres approches. Je me suis fait beaucoup aider par les auxiliaires de puéricultrice à la crèche. Je me suis fait aider par tous les gens qui avaient un mode de pensée qui ressemblait à ce que je souhaitais transmettre à mes enfants. Donc déjà, la première chose que j'ai déconstruite, c'est que les enfants ne font pas de caprices. Les enfants ne calculent pas. Les enfants ne font pas exprès de nous pousser dans nos retranchements. Les enfants ne font pas exprès d'aller jusqu'à nos limites. Les enfants ne font pas exprès de nous énerver alors qu'on est fatigué, pas du tout. En fait, on prête beaucoup d'intention, on prête beaucoup de calculs aux enfants alors que non seulement ils n'en font pas, mais en plus, les neurosciences ont montré qu'ils en étaient incapables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Moi, je croyais ça avant, quand j'avais pas d'enfant. Qu'un enfant, il pouvait raisonner, etc. Oui, il peut raisonner sur certaines choses, mais un enfant, c'est pas un petit adulte. C'est un être immature dans son cerveau. Donc, c'est comme ça, en ça qu'il faut le respecter. C'est de se dire, un enfant qui pète un câble, par exemple, c'est pas un enfant qui fait un caprice pour m'embêter. C'est pas un enfant qui veut me faire honte.
C'est pas un enfant qui est mal élevé, qui reconnaît pas ma supériorité, qui me manque de respect. Pas du tout. C'est un petit être immature qui sait pas comment s'exprimer, qui sait pas comment gérer son émotion. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le fait si on analyse par exemple les crises des enfants, c'est que moi, je vois beaucoup d'adultes qui savent pas gérer leurs émotions. Moi, je vois beaucoup d'adultes qui savent pas gérer leur colère. Moi, je vois beaucoup d'adultes qui sont complètement cons, excusez-moi et excuse-moi du terme, mais qui font des réflexions, qui se mettent à crier, qui se battent. Je veux dire, il y en a plein des adultes qui ont des réactions qui sont complètement démesurées dans une vie en société. Donc, moi, j'étais partie du constat de pourquoi je demanderais à mes enfants d'être parfaits, de contenir leurs émotions, de ne pas être en colère, de ne pas faire de crise, de toujours bien se tenir quand il y a des gens, alors que les adultes ne sont déjà pas capables de gérer ça. Alors que moi-même, la maman, des fois je suis en colère. Moi, des fois je suis en colère. Des fois je ressens de l'injustice. Des fois je suis épuisée. Le jour où je me suis dit, mes enfants rentrent de l'école, ils font des crises à pleurer, etc. Mais moi aussi, je suis épuisée à cette période de la soirée. Moi, entre 18 et 20h30, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Quand ils étaient petits, je me disais, mais j'en peux plus, c'est trop long, les soirées, c'est dur. Et je me disais, pourquoi j'accorde pas la même chose à mes enfants? Ils sont tout petits. Cet enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, j'ai 40 balais, j'arrive même pas à gérer ma fatigue, ma colère, ma frustration. Comment je peux demander à des tout petits êtres minuscules, qu'en plus sont la chair de ma chair et que j'aime plus que tout au monde, comment je peux leur demander de gérer leurs émotions, de gérer leur frustration de la journée, alors que moi-même, adulte, je ne sais pas le faire. Donc je trouve que quand on se met dans cette posture-là, à partir du moment où on considère les enfants comme des êtres humains à part entière et qu'on se met à leur place, ça redistribue vraiment les cartes. Parce que on leur accorde d'avoir le droit d'être frustrés, on leur accorde d'avoir le droit de ne pas être content, on leur accorde d'avoir envie de mettre une culotte rose plutôt qu'une culotte verte, on leur accorde d'être fatigués, on leur accorde le fait que quand ils ont passé une journée complète dans un parc d'attractions, ils ont eu tellement de sollicitations, tellement de bruit, tellement d'odeurs, ils ont vu tellement de gens, ils sont tellement fatigués que oui, le soir, peut-être qu'ils vont se rouler par terre ou qu'ils vont pleurer de fatigue. Mais moi-même, je suis dans le même état. Moi-même, si tu me fais passer une journée avec des milliers de gens, beaucoup de sollicitations, je suis épuisée le soir. Pourquoi j'accorderais pas ces mêmes intentions et cette même bienveillance à mes propres enfants, ou en tout cas à des enfants, à tous les enfants, à des petits êtres immatures? Je trouve que c'est en ça que l'éducation bienveillante me plaît. C'est la bienveillance qu'on peut accorder à des enfants, tout comme on s'accorderait nous-mêmes de la bienveillance. Alors ce qui est intéressant pour aller plus loin dans ce terme de bienveillance, c'est que nous, en tant qu'adultes, je trouve que généralement, on s'en accorde peut-être pas assez de la bienveillance. Et peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que nous, quand on est en colère, on n'est pas content d'être en colère et on n'accueille pas notre émotion. Peut-être que nous, quand on est épuisé, on n'accueille pas notre émotion parce qu'on se dit, non, je devrais pas être épuisé, je devrais y arriver. Est-ce que ça part de là? Peut-être parce que moi, j'ai beaucoup analysé mes propres émotions au travers de mes enfants. Ça, j'en parle dans un podcast que j'ai fait justement sur les émotions, pas comment les gérer, mais comment les accueillir, qu'est-ce que je ressens en moi. C'est grâce à mes enfants que j'ai réussi à faire ça. Quand un de mes enfants me tient tête pour une connerie, ou avant je me serais sentie hyper frustrée, j'aurais culpabilisé de me dire je suis une mauvaise mère, j'arrive pas à me faire respecter. En fait, aujourd'hui, mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, j'ai eu une discussion il y a 5 minutes avec une maman qui est une dame enceinte, donc pour moi c'est une mère puisqu'elle porte un bébé, une femme enceinte qui va accoucher dans 2 mois, et qui me dit la seule chose que je redoute, ça sera, elle me dit clairement ça, le combat pour manger. Je lui dis, je comprends pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Et elle me dit, le combat pour qu'il mange, parce que, dis donc, si ma fille, elle est comme moi, ça va être difficile. Parce qu'elle, c'était une enfant qui mangeait pas grand-chose, elle aimait que les pommes de terre et les pâtes. Ses parents l'ont emmenée chez des psychologues, elle aimait pas les légumes, d'ailleurs, elle les aime toujours pas. Donc, elle anticipe la crainte pour sa fille. Et moi, je lui réponds, tu sais, avec des enfants, avec nos enfants, il n'y a pas de combat à mener. Il n'y a que des coopérations. Elle me dit, quoi? Je lui dis, il n'y a pas de combat à mener avec nos enfants. Il n'y a pas de combat. Il y a de l'amour, il y a de l'éducation. Mais c'est pas mener un combat que de les éduquer. C'est de la coopération et c'est faire ce qu'on peut. Elle me dit, Et je me suis dit, purée, c'est quand même dingue la discussion que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pensent et qui ne savent pas, mais moi je le pensais quand j'étais enceinte, que j'avais pas d'enfant. Je pensais que ça allait être
des choses. Alors, j'aurais pas dit le terme combat, mais en tout cas, j'avais pas idée qu'il fallait autant de bienveillance et autant de coopération. Et pour moi, la coopération, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je demande à mon enfant de coopérer sur les choses qui me tiennent à cœur, mais moi, je coopère sur les choses qui lui tiennent à cœur. Par exemple, mon enfant est en train de jouer à quelque chose, il est hyper concentré, je vais pas lui demander à la seconde, arrête de jouer au billes, tu viens à la douche. En fait, c'est complètement débile. Parce que moi, j'émets un jugement en disant c'est débile. Donc, je veux pas juger les gens qui font ça et les traiter de débiles. C'est pas le cas. Mais moi, j'estime que c'est contre-productif parce que je vais le frustrer, je vais l'énerver. L'enfant va pas coopérer pour aller à la douche. Tout comme moi, quand je suis en train d'essayer de finir un mail sur mon ordi et que mes enfants ils viennent me gonfler, en fait, je suis hyper contrariée. Donc, j'essaye de remettre ça dans un autre contexte, de me mettre à la place de mon enfant. Donc, si je lui dis, écoute, tu finis ton jeu, je te donne 5 minutes et quand tu finis, tu ranges, tu viens me voir pour la douche, en fait, il le fait parce que je suis allée en son sens. Moi, j'estime pas que je n'ai pas, réduit mon rôle de parent. Je ne me suis pas rabaissée, comme vont dire certaines personnes. C'est pas l'enfant qui gagne, comme il y a des gens qui disent alors dans tous les cas il gagne, mais je m'en fous en fait qu'il gagne ou qu'il perde. Moi, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans cette relation. Quand ma fille le matin je lui sors des habits, elle me tape un sketch parce qu'elle veut pas ces habits-là. En fait, qu'est-ce que ça me fait moi de lui changer d'habit? Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle mette sa robe rouge ou sa robe verte? En fait, je m'en fous. Donc je lui stoppe tout de suite sa crise, je lui dis écoute, tu vas pas commencer à te contrarier, ok, on change d'habit, c'est tout. Tu me demandes par contre ce que je lui dis, et ça c'est la base de l'éducation bienveillante qui n'est pas toujours comprise, c'est que par contre, on ne se laisse pas faire. L'enfant ne nous parle pas mal, on a des limites à lui fixer et on n'accepte pas tout. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir dire dans cette situation, hé, ma cocotte, tu vas pouvoir changer tes habits, je suis ok. Par contre, tu me parles sur un autre ton. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On ne se laisse pas manquer de respect. Mais elle veut mettre la robe rouge alors que moi, j'avais prévu qu'elle mette la verte. Honnêtement, ça n'a aucune incidence sur mon taux de bonheur, la joie que j'aurai dans ma journée. Et moi, le matin, je ne voudrais pas qu'on choisisse mes habits. Moi, le matin, j'ai envie de mettre ce que j'ai envie, selon mon humeur, selon le moral que j'ai, selon la couleur que j'avais prévu de mettre. Donc, je peux accorder ce choix à mes enfants. Et en fait, en donnant le choix à ses enfants, en donnant le droit à ses enfants d'exprimer ses émotions et de l'aider pour accueillir ses émotions, en fait, on l'aide à avoir confiance en lui. On l'aide à prendre confiance dans ses choix, à avoir confiance que ses émotions sont dignes d'être écoutées. Et surtout, on l'aide à canaliser ses émotions. En canalisant nos émotions, ça fait des adultes qui ne vont pas frapper sur l'autre quand on nous refuse une priorité à droite. Ça fait des adultes qui ne vont pas se mettre à hurler sur leurs femmes et sur leurs enfants, ou sur leur mari et sur leurs enfants. C'est dans les deux sens. Donc en fait, en reconnaissant ce que mon enfant y ressent, moi je trouve qu'il peut reconnaître ce que moi je ressens. Par exemple, moi je suis souvent fatiguée le soir. La tranche horaire 18h30, 22h, 18h, où je vais les chercher en tout cas jusqu'au sommeil, je trouve que c'est très épuisant, c'est fatigant pour une maman. Moi je suis seule avec mes enfants, je suis séparée et je suis souvent fatiguée le soir. Et je trouve que quand je les incite à exprimer leurs émotions, quand j'écoute leurs émotions et que je leur dis « Je vois que tu es en colère mon fils, je vois que tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Par contre, je ne veux pas que tu tapes. Si tu veux être en colère, tu fais autre chose. Tu vas taper un coussin dans ta chambre. Tu vas dessiner ta colère et puis tu écrases le papier, tu le jettes dans tous les sens. » Il fait ça par exemple. Mais du coup, quand je lui accorde d'être en colère et quand je lui accorde d'essayer de maîtriser sa colère, ça veut dire que quand moi je suis en colère, il va comprendre. Quand je vais leur dire « Écoutez, là je suis en colère, vous me laissez 5 minutes, j'ai besoin de souffler. » J'estime que c'est en leur apprenant à gérer leur propre colère qu'ils pourront comprendre la mienne. Et d'ailleurs, toutes les émotions. Ils pourront comprendre ma peine quand j'accueille leur peine. Un enfant qui tombe, au lieu de lui dire « Oh, pleure pas, ça va aller. » En fait, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire « Mon chéri, tu t'es fait mal. Je comprends que tu pleures. J'accueille ta peine, en fait. J'accueille ta peine. Je te dis pas d'arrêter ton émotion. » C'est complètement contre-productif. Et ce qui est difficile avec les parents de notre génération, c'est que moi, j'ai été élevée comme ça, à dire « Pleure pas, ça va passer, mais c'est pas grave. » Si, c'est grave. Si notre enfant, il pleure, c'est que c'est grave pour lui. C'est que pour lui, c'est très grave. Et lui accorder de l'importance, lui accorder de l'intérêt, c'est considérer que pour lui, c'est grave. C'est considérer que pour lui, c'est important. Si son copain ne lui parle plus, c'est important pour lui. Donc, il faut considérer ça. Et en fait, nous, on est là pour accompagner les enfants dans leur raisonnement, dans leurs émotions, dans leur prise de décision, dans la résolution des problèmes, sans résoudre pour eux. Sans résoudre pour eux. Il ne faut pas leur dire « fais ci, fais ça ». Par exemple, mon enfant, il va me dire
Oui, maman, je me suis fâchée avec ma copine. Alors, je vais lui dire, ah, et ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va m'expliquer, là, hein. Et je vais pas lui dire, ah, la copine, elle est méchante. Non, non. Je vais lui dire, ben, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Est-ce que tu aurais envie d'améliorer les choses? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, l'enfant, il me donne des solutions. Alors, pas toujours. Des fois, il saurait pas. Mais en fait, il faut le guider. Il faut l'aider à le guider. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment se dire comment je peux guider un adulte en devenir. Comment je peux guider un enfant. Il y en a qui disent que c'est un peu comme faire pousser une plante, on lui donne de l'eau, on lui donne de la nourriture, mais il faut aussi lui mettre un tuteur, mais il faut le laisser pousser. Il faut le laisser pousser. Et moi, j'aspire vraiment à ce que mes enfants se démarquent dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur talent, mais qu'ils expriment vraiment la personnalité qu'ils ont. Et que j'essaye le moins possible de les brimer. Alors bien sûr, j'y arrive pas toujours. Clairement, j'y arrive pas toujours. Alors, je vais donner un exemple concret, c'est que moi, avant, donc disons... jusqu'à il y a 2 ans, je maîtrisais pas, j'arrivais pas. Je faisais ce que je pouvais et je faisais pas toujours bien. Donc, je me suis séparée quand mes enfants étaient très petits. Et j'ai fait un burn-out parental quand ils étaient bébés. Donc, je criais beaucoup. J'étais épuisée le soir. Ma fille faisait des crises pas possibles à se rouler par terre. Et moi, je comprenais pas qu'en fait, elle renvoyait mes propres émotions. Elle renvoyait mon trop-plein, elle renvoyait ma colère, elle renvoyait mon épuisement. Donc, je savais vraiment pas comment faire. Et à partir du moment où j'ai fait vraiment une bascule, mais au fur et à mesure, sur accueillir quand elle est énervée, accueillir quand elle est en colère. Alors, ça ne veut pas dire que mes enfants font plus de crise de colère et tout, mais déjà, ce qui est clair, et il faut que je le dise, c'est que j'en ai 100 fois moins. J'en ai j'en ai beaucoup moins, j'en ai très rarement. Je peux les compter dans le mois sur les doigts d'une main, alors qu'avant, ma fille, tous les soirs, elle faisait des colères, des cris, etc. Je sais gérer les crises, c'est-à-dire que mes enfants, quand ils font une crise de colère, de contrariété, de frustration, déjà, ça ne dure pas 3/4 d'heure, 1 heure. Je sais accueillir leurs émotions. Avec bienveillance, je ne vais pas crier, je vais rester à côté d'eux. Enfin, je peux donner mes astuces, mais je pense vraiment que c'est au cas par enfant, parce que ce qui marche avec ma fille ne marche pas avec mon fils. Ce qui marche avec mon fils ne marche pas avec ma fille. Mais par exemple, ma fille, quand elle faisait des grosses crises de colère, où ça débordait, elle tapait, elle donnait des coups de poing, des coups de pied et tout, en fait, je la prends, je la serre très fort, je la contrains, vraiment une contrainte. Et je fais des grands cercles, je la tiens dans mes bras et je fais des grands cercles avec mon corps, où ça va un peu lui donner le tournis et ça va l'apaiser. Et à un moment, je vais la sentir décontracter un peu ses muscles. Cette technique ne marche pas avec mon fils. Mon fils, quand il est contrarié, il est frustré, il jette les choses par terre, il part, il veut s'isoler. J'essaye de rester à côté de lui, mais souvent il ne veut pas, alors que ma fille a besoin que je reste à côté d'elle. Et je lui dis, je suis avec toi, ma chérie, je suis avec toi, je reste à côté d'elle, elle me tape une crise, je lui tiens la main, je la serre. Mon fils, si je le contrains, c'est catastrophique. Il a besoin d'être un peu seul, je le laisse 1 ou 2 minutes seul et je reviens. Je lui dis, je suis là, je suis avec toi, j'essaie de lui prendre la main. Il me la refuse 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après il va accepter de me prendre la main. Je vais le serrer dans mes bras et je vais plus reparler de la chose et on va tranquillement, par exemple, revenir à table. Quand il m'a fait un sketch à table, moi je force pas mes enfants à manger, j'ai jamais forcé mes enfants à manger, ça aussi je trouve ça contre-productif. Mais des fois, les enfants, ils pètent des câbles tout seuls. Hein. Ils voulaient pas de la purée, ils voulaient des épinards ou inversement. Bon, enfin, c'est rare qu'ils pleurent parce qu'ils veulent des épinards, mais ils voulaient, je sais pas moi, plus de soupe et je me suis trop... Ah oui, non, par exemple, ils voulaient des pâtes, j'ai mis du gruyère et j'ai pas entendu qu'ils voulaient pas de gruyère. Bon, ils me tapent une crise. Maintenant, en 5 minutes, c'est plié, il revient à table, il mange les pâtes même avec le gruyère. Ou à la rigueur, je lui dis, écoute, je te change tes pâtes, je m'en fiche. Mais je vais pas me fâcher, crier, lui imposer de manger les pâtes avec le gruyère s'il veut pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que l'enfant il a un comportement dérangeant, à chaque fois que l'enfant il a une émotion négative, ce qu'on peut appeler émotion négative, moi j'aime pas ce terme, qui se manifeste, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé, ou un besoin d'avoir été entendu, ou un besoin de câlin, ou un besoin d'être reconnu dans sa différence, un besoin d'être reconnu dans son besoin. Et en fait, c'est ça qu'il exprime l'enfant. Et nous, les adultes, c'est pareil. Moi, quelqu'un me parle mal, je vais avoir un petit pincement au niveau de l'estomac. J'ai un besoin qui n'est pas entendu, je sais pas, je suis au restaurant, j'ai demandé de l'eau 4 fois, je suis énervée, j'ai de l'énervement qui vient. Donc, on a le droit d'accorder la même chose à nos enfants. Et en plus, on devrait leur accorder beaucoup plus d'écoute et de bienveillance que ce qu'on fait avec nous-mêmes. Et je trouve que ça nous donne vraiment un enseignement, à la fois sur comment gérer nos enfants, mais à la fois sur comment nous-mêmes on gère nos frustrations, nos colères, notre fatigue. Et moi, je trouve qu'on a le droit de s'exprimer sur nos ressentis. Moi, je vais dire facilement à mes enfants, écoutez, ma patience, vous savez qu'elle a des limites. Là, j'ai atteint le maximum de ma patience. Je risque de me fâcher et je n'ai pas envie
C'est pas pour leur faire une menace, c'est pour leur dire que je sens que je vais déraper parce que j'en peux plus. Par contre, si je dérape et ça arrive que je vais me mettre à crier, je vais m'excuser. Je vais dire, je suis désolée, j'aurais pas dû crier, mais là, j'en peux plus, je suis très fatiguée. Comprends que je sois fatiguée, j'ai fait de mon mieux. Et comme ça, eux aussi, quand ils dérapent, qu'ils crient, qu'ils tapent, que machin, ils comprennent qu'ils ont le droit des fois de merder. Ils ont le droit des fois de pas réussir à faire ce qu'il faut faire. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Du moment qu'on s'exprime, que si on fait une bêtise, après, on s'excuse. Alors, bien sûr, ne pas aller dans la violence. Moi, je les frappe pas du tout. Et je vais te parler d'un challenge que j'ai mis en place avec mes enfants. Ça fait à peu près 1 ou 2 mois. Je suis une grande adepte de Christine Levicki, qui est l'auteur du best-seller J'arrête de râler. Et avec mes enfants, j'ai mis en place J'arrête de crier. Parce que moi, dès qu'il y avait un truc, je me mettais à crier « Oh, mais ça suffit !» Et en fait, ça sert à rien. À part me fatiguer, ça ne sert à rien. Les enfants n'écoutent pas plus. Ça fait monter le ton. Moi, vraiment, ça sert à rien. En tout cas, ça marche pas. Nul. Je trouve que c'est nul de crier. Chez moi, dans mon foyer, c'est moi que je traite de nul. Hein. Je ne juge pas les gens de nuls qui le font, mais moi, c'est nul quand je crie. Ça ne marche pas. Nul avec le terme, vraiment, la nullité, l'effet 0. Donc, j'ai dit à mes enfants, écoutez, je vous propose un challenge, je ne vais pas crier. Et en fait, depuis que je crie plus, ou quasiment plus, par exemple, hier, j'ai haussé le ton, déjà, ça marche mieux. Ensuite, je me suis rendu compte que quand je criais, ça faisait peur à mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que quand je haussais le ton un peu trop fort, mon petit garçon, 3 ans et demi, il se mettait à pleurer. Et ça, je me suis dit, ça, pour moi, c'est une violence. Ça, pour moi, c'est de la violence éducative. Il y en a qui vont pas être d'accord, qui vont dire, c'est rien de crier sur ses enfants. Ok, je peux l'entendre. Moi, je ne souhaite pas crier sur mes enfants. Parce que j'estime que crier sur mes enfants, c'est un abus de faiblesse. C'est un abus sur une personne faible. Et c'est un abus de ma supériorité physique et de ma supériorité de décibels, clairement. Et hurler sur mes enfants et les voir qui se mettent à pleurer, ça veut dire que je leur ai fait peur. Et j'ai déjà vu ça une fois dans le regard de mon fils, ça me fait vraiment monter de l'émotion parce que une fois il était de dos, je crois, j'ai crié sur un truc et en fait j'ai vu, quand il s'est retourné, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Et je me suis juré que plus jamais je ferai peur à mon fils. Parce que c'est pas normal. Moi je suis là pour apporter l'amour, je suis là pour apporter un cadre. Mais un cadre, ça apporte la sécurité. Donc je suis là pour qu'ils sachent qu'avec leur mère, ils sont en sécurité. Et je ne vais jamais leur crier dessus. Et je ne vais jamais les frapper. Et je ne vais jamais leur faire des menaces ou de la peur. Parce que c'est pas possible, je suis pas là pour ça. Donc tu l'auras compris, en fait, en essayant d'appliquer l'éducation bienveillante, la parentalité positive, en fait, j'apprends énormément sur moi. Et c'est vraiment l'axe que je voudrais prendre et que je voudrais que tu gardes de ce sujet, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, c'est que moi, je trouve qu'en tant que parent, finalement, on apprend sur nous. Déjà, on rejoue des choses de quand on était enfant. On se dit, comment ça se serait passé, moi, si j'avais été enfant ? Moi, quand j'étais enfant, je disais pas. Je gardais ma frustration, je pleurais dans ma chambre. Et je n'osais pas exprimer ni mes sentiments, ni ce que je pensais. Aujourd'hui, mes enfants expriment ce qu'ils pensent, expriment leurs émotions, parce que je leur ai appris, parce que finalement, c'est un apprentissage. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça diminue les rapports de force. Moi, je me rappelle avoir beaucoup de conversations avec des mamans qui me disent « Ah, mais j'en ai marre, je suis toujours en train de me battre sur les habits, la bouffe. » Et moi, je dis toujours, ça je l'avais lu, je ne l'ai pas inventé, je dis toujours « Mais il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. » Moi, je n'ai pas de combat pour la nourriture, je n'ai pas de combat pour l'habillement, je n'ai pas de combat pour des choses qui sont futiles. Par contre, j'ai les choses sur lesquelles, je ne vais pas dire je combats parce que j'aime pas ce terme, mais j'ai les choses sur lesquelles les choses qui sont très importantes pour moi. Par exemple, être bienveillant avec les autres, être empathique avec les autres, bien se comporter à l'école, bien travailler à l'école, être sérieux, aller au bout des choses. Ce sont des valeurs que j'ai et que je transmets à mes enfants. Tu commences un dessin, j'aimerais que tu finisses ce dessin. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton dessin ? Tu commences un jeu, tu vas au bout de ton jeu, tu le fermes, tu le finis, tu le ranges. Tu vas au bout des choses, en fait. Si tu veux passer d'un sujet à l'autre, tu finis ton sujet. Ça, ce sont des valeurs que j'ai, que je trouve importantes à transmettre à mes enfants. Mais le reste des choses, pour moi, le reste, c'est futile. À partir du moment où ils sont bien en société, ils sont bien avec les adultes, ils sont bien avec leurs copains, ils sont bienveillants. Et pour leur apprendre la bienveillance, en fait, c'est en leur en apportant. Comment est-ce qu'on peut dire à des enfants « Ne frappe pas ton frère, ne frappe pas ta sœur » quand nous-mêmes, on leur fout des claques ? Comment est-ce qu'on peut dire à leurs enfants « Arrête de mentir » quand les parents passent leur temps à mentir devant leurs enfants au lieu d'avoir une parole impeccable et de dire la réalité des choses ? Moi, je sais que je me suis vraiment fait cette réflexion-là. Moi, au maximum, franchement, je suis quelqu'un qui ment quasiment jamais. Je mange. Enfin, je ne sais pas la dernière fois que j'ai pu mentir, mais moi, je dis les choses. Les gens ne sont pas contents. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Attention, s'exprimer, avoir une parole impeccable, ça ne veut pas dire tout dire. Je l'ai déjà dit, ça.
Si quelqu'un vient devant nous et qu'il a un pull tout trouvé, on va pas lui dire tu ressembles à un clochard. Non. Mais par contre, si on peut de manière bienveillante dire tu sais, j'ai des pulls que je mets pas, est-ce que tu veux que je t'en donne? Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de... Tout ne doit pas être dit, par contre, les choses que l'on ressent doivent être exprimées, mais de manière bienveillante. Et ça, eh ben, en exprimant ça à nos enfants, c'est comme ça qu'on leur apprend à être bienveillant avec les autres. Et moi, j'ai eu un très beau cadeau de la part de la maîtresse de ma fille qui m'a dit que ma fille avait une grande faculté à aider les autres et à les aider sans faire à leur place, mais en les aidant de manière bienveillante. Elle m'a vraiment dit ce terme-là. Oh, ça m'a apporté énormément de joie. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à... Ça me fait pleurer. Je me suis dit, j'ai réussi. Et je ne savais pas en fait que ma fille... Je pensais qu'elle faisait peut-être à la place des autres, parce qu'elle aime beaucoup aider une petite copine depuis la petite section, et je disais toujours, attention, il ne faut pas qu'elle fasse à sa place. Non, elle lui demande ce qu'elle a compris, elle lui explique, et elle anticipe même, alors ça c'est peut-être un peu trop, mais elle anticipe même la difficulté de la petite copine. Elle lui dit, ça va, tu as bien compris, tu veux que je t'aide? Je me dis, ça, c'est grâce à l'éducation bienveillante que je lui ai donnée. Au fait qu'elle aide son petit frère, au fait que je lui dise, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu essayes toute seule et ensuite je t'aide? Et je me dis, pour moi c'est une mission accomplie et c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment poursuivre. Alors, on va pas parler que des côtés roses de la parentalité positive, parce qu'à un moment, moi, je me suis perdue dedans. À un moment, surtout au départ, les quelques premiers mois, la première année, je me suis perdue dedans parce qu'en fait, j'avais complètement enlevé de ce sujet, de la parentalité positive, j'avais entièrement mis à 100% l'intérêt de mes enfants et j'avais oublié mon propre intérêt. Quand je parle d'oublier mon propre intérêt, j'avais oublié mes limites. Et en fait, j'avais oublié le fait que je ne suis pas en droit de tout accepter. Je ne suis pas capable de tout accepter et je ne dois pas tout accepter. Et aujourd'hui, je le leur dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mes enfants font trop de bruit, ils ont crié, ils sont trop dans la pêche et ils ont de l'énergie, je suis ravie pour eux. Mais moi, j'ai le droit d'avoir des limites. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, j'ai le droit d'avoir mal à la tête. Et de leur dire, écoutez les enfants, vous avez le droit de jouer, je suis d'accord, mais moi, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je suis particulièrement fatiguée. Donc, s'il vous plaît, vous allez jouer dans vos chambres. Moi, j'ai le droit de dire, ça a trop duré, vous faites trop les fous à table. Moi, je veux bien qu'on s'exprime, qu'on joue, mais là, c'en est trop. Parce que j'aimerais qu'on se tienne bien à table. Parce que j'aimerais que ce soit un moment de calme et que chacun puisse s'exprimer. Je ne me sens pas capable de m'exprimer dans ce bruit. Voilà, c'est ça au départ dans lequel je m'étais perdue, c'est-à-dire que j'allais trop loin dans mes limites et je n'acceptais pas mes propres limites. Et si j'accepte les limites de mes enfants, si j'accepte que parfois ils aillent loin, que parfois ils sachent pas contrôler leurs émotions, que parfois ils débordent, il faut qu'ils acceptent que c'est pareil pour moi, parce que c'est vraiment une réciproque. C'est comme ça que je peux leur transmettre ça. Alors ensuite, pour finir, je dirais que moi je trouve pas que ce soit quelque chose de parfait. Au-delà de ça, c'est pas une science exacte. On dit souvent que l'éducation des enfants, c'est un art. C'est pas une science, c'est un art. C'est-à-dire que il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire. En fait, il faut tâtonner. Tous les enfants sont différents, soi-même on évolue. Moi, je suis beaucoup plus calme et patiente que je ne l'étais il y a 4 ans, il y a 5 ans. Donc, forcément, les enfants aînés, ils essuient les plâtres beaucoup plus que les enfants qui suivent. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Je suis quand même fière de ce que je fais, même si parfois je me trompe. Même si parfois je fais mal, je vais me mettre à crier. Parfois, je vais saisir ma fille par le bras, par exemple. Bon, là, je le fais plus depuis longtemps. J'arrive à contourner. Par exemple, quand je suis très énervée, je vais les serrer très fort et faire des guilis. Moi, ça décharge en fait ma colère contre eux. Et eux, ça les fait marrer. Alors, je me dis, waouh, j'ai trouvé ce truc-là. En fait, je les serre comme ça et je fais des guilis, je fais des guilis. Et moi, vraiment, je me dis, en fait, ça enlève ma colère. Ça enlève ma colère. C'est génial que j'ai trouvé ce truc-là. Mais j'ai tâtonné. Alors, je les ai jamais frappés, mais j'ai déjà eu envie de les jeter par la fenêtre. Je suis très honnête. J'ai déjà eu envie d'en prendre un, la tête de l'un, la tête de l'autre, et de l'éclater la tête de l'un sur la tête de l'autre. Je dis un propos choquant, mais volontairement. Parce que je sais que tous les parents, on passe par là. Tous les parents, on passe par là. Mais je trouve que se montrer humain face à ses enfants, se montrer dans ses émotions, dans ses faiblesses, dans ses forces, en fait, ça nous rend humains et ça les rend humains. C'est-à-dire que moi, quand j'en peux plus, des fois, je pleure. Et j'ai pas honte de pleurer devant mes enfants et de leur dire j'en peux plus, je suis fatiguée ou j'ai eu un problème, je sais pas moi, à mon travail avec quelqu'un. Et ça nous rend humains. Et je trouve que montrer son humanité à ses enfants, ça leur permet d'être humains et ça leur permet d'être faillibles. Se montrer faillible, ça leur permet d'être faillibles.
et de leur montrer qu'on est dans l'imperfection et qu'on fait ce qu'on peut. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur donner. C'est le plus beau cadeau que je puisse donner en tout cas à mes enfants. Bon, j'espère que ce sujet t'a plu. Je ne pensais pas rester aussi longtemps dessus, mais comme quoi c'est un sujet qui me passionne et je pourrais en parler des heures. Si tu as envie d'en savoir plus sur la parentalité positive, il y a une docteure Guéguen, qui est une grande dame, qui a beaucoup de posts, alors qui fait des livres bien sûr, docteur Catherine Guéguen, qui fait des livres, qui fait des YouTube. Sur YouTube, elle a beaucoup de vidéos qui peuvent être visionnées. Elle a bien sûr des livres très intéressants pour une enfance heureuse. Elle est partout. Catherine Guéguen, on ne peut pas la louper. Les écrits qui sont intéressants aussi, c'est Françoise Dolto. Alors c'est très vieux, Françoise Dolto, ça a 40 ou 50 ans. Mais c'était la prise en compte de l'enfant dans sa singularité et du fait que ce soit une personne à part entière. Moi, j'aime beaucoup. Donc n'hésite pas, il y a des gens intéressants à suivre. Moi, je suis Papa Positive, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui donne beaucoup de... Il fait des infographies intéressantes à lire. Enfin, il donne beaucoup à réfléchir. Je trouve ça très intéressant et c'est là-dedans que je puise les commentaires négatifs des gens qui disent « Oui, quel laxisme, où en est-on? Génération d'enfants tyrans ?» Pas du tout, pas du tout. Les tyrans, c'est ceux que les enfants ont ceux que les parents ont brimés, ceux que les enfants ont frappés, ceux que les enfants ont punis tout seuls dans leur chambre pendant des heures et les ont laissés dans leur pisse, dans leur lit. Ça devient des enfants tyrans et des parents colériques, des adultes colériques. Mais les enfants qu'on a considérés dans leur singularité, dans leur humanité, moi je suis convaincue que c'est eux qui feront un monde meilleur. Bon, allez, je ne vais pas en parler pendant 2 heures, ça fera trop long. Si tu m'écoutes sur YouTube, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce sujet, où tu en es toi, est-ce que tu as envie de t'intéresser à ça. Si tu m'écoutes sur les plateformes de podcasting, n'hésite pas à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à me mettre 5 sur 5 sur Spotify et à mettre des commentaires sur les plateformes de podcast. Et pourquoi pas à partager à des parents, à des futurs parents, à des gens qui sont intéressés par l'éducation positive, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qui sont des gens pour ou contre. C'est toujours intéressant d'avoir ce débat. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Tu auras les informations dans le descriptif du podcast et aller voir ma chaîne YouTube Ranger Changer pour tous les contenus. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!